J'ajouterais qu'il y a une autre différence, à part la question de la hiérarchie qui est importante, c'est l'absence, peut-être pas l'absence complète, mais beaucoup moins de traditions dans le Nouveau Monde que dans l'Ancien Monde. Les traditions dans l'Ancien Monde jouent un rôle important, tant sur le plan médical, sur le plan culturel, sur le plan familial, sur le plan de l'intérêt pour l'histoire, par exemple. Alors, il y a moins de ces traditions ici. D'ailleurs, dans le langage populaire au Québec, on parle toujours des vieux pays. Les gens disent toujours, ah, lui, il vient d'un vieux pays. Et ici, c'est le Nouveau Monde. Et puis, c'est ces traditions qui manquent un peu, je trouve. Il faudra une autre génération. Plusieurs autres générations. Pour enraciner. Pour avoir des traditions. Pour avoir des traditions dans les facultés de médecine qui sont relativement jeunes, qui n'ont pas de tradition, ou peu de tradition, peu d'intérêt pour l'histoire de la médecine. Chez nous, ici, hein, on s'y intéresse peu parce que ce n'est pas dans les traditions encore. Les traditions du médecin avec une culture médicale très large, une culture générale très large. Ça aussi, c'est une tradition qu'on a un petit peu moins, je dirais, ici. La spécialisation extrêmement poussée a du bon, mais se fait parfois au dépens de cette culture générale sur le plan médical. Connaissance générale de la médecine interne, connaissance générale de tous les aspects de la néphrologie, et connaissance de l'histoire, de l'humanisme en médecine, de l'éthique, tout ça. C'est ce que je veux dire par les traditions qui manquent encore un petit peu. Et puis je suis un petit peu inquiet pour l'avenir, pour cet aspect de spécialisation qui va être de plus en plus pointu et qui risque de nous faire dévier un peu de cette vision d'ensemble. Oui, on a énormément de choses à apprendre du passé. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, quand j'étais président de la Société québécoise de néphrologie, j'ai lancé l'idée d'un livre sur l'histoire de la néphrologie au Québec, au moment où les pionniers sont encore là pour la plupart, quelques-uns ont déjà disparu, mais les mémoires s'effacent, hein, et il faut le faire avant justement que les mémoires s'effacent et que les plus jeunes réalisent par quoi nous avons passé. On a tendance en général à prendre les choses pour acquis et trouver ça tout à fait normal, la façon de pratiquer actuellement, mais ça c'est le résultat d'efforts de plusieurs générations qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Et ça fait partie aussi de ces traditions dont je parlais un petit peu, qui manquent un petit peu cet intérêt pour l'histoire. Et j'avais aussi lancé à la Société québécoise de néphrologie l'idée d'une conférence annuelle donnée par un des pionniers sur les débuts de la néphrologie au Québec, ce qui s'est fait depuis plusieurs années maintenant. Ça a été interrompu l'année passée, mais je pense que ça va reprendre. Alors il faut comprendre l'histoire pour penser à l'avenir. Il y a eu d'énormes progrès en pédagogie médicale. On comprend mieux comment les adultes apprennent et comment les adultes retiennent des choses. Et la pédagogie médicale a évolué beaucoup. Il y a quand même actuellement une certaine remise en question du rôle des facultés de médecine. Et on se demande quelle est la mission d'une faculté de médecine. Je pose la question parfois à certains collègues et en fait, certains, ça les agace un petit peu quand on leur pose la question. Quelle est la mission de la faculté de médecine? Ils disent, écoutez, la question, c'est de former des médecins. Bon, mais
former des médecins, quel genre de médecins on veut former et pour faire quoi. Et donc on s'est attardé à cette question de la mission des facultés de médecine. Il y a une mission de formation, il y a une mission de faire progresser les connaissances, et il y a une mission de rendre des services cliniques de pointe. Toutes ces trois grandes missions, c'est pour répondre aux besoins de la population. Alors, quand on répond les besoins de la population, la question suivante, qu'est-ce que vous voulez dire, les besoins de la population? Et toutes les facultés de médecine nous disent dans leur énoncé de mission que leur rôle, c'est de répondre aux besoins. Mais quand on essaye d'aller plus loin, on voit que ça mérite d'être approfondi un petit peu. Alors j'ai eu le grand privilège, puis le plaisir aussi de faire partie d'un groupe de consensus international qui avait pour mission de définir qu'est-ce que c'est que la responsabilité sociale des facultés de médecine. Le terme anglais est peut-être encore mieux, c'est social accountability. C'est un peu plus que la responsabilité, c'est responsabilité, mais en même temps faire quelque chose, se rendre compte et puis mesurer l'impact. Et ce groupe de travail, ça c'était en 2008. Nous avons travaillé pendant 2 ans par Skype et par Internet et tout ça pour arriver à un document de consensus qui pourrait être discuté dans une conférence consensus. Et la question était très simple. Nous avons choisi un échantillon de personnes qui représentent tous les grands organismes en éducation médicale dans différentes régions du globe, toutes les conférences des doyens européennes, asiatiques, moyen-orientales, américaines, etc., les organismes spécialisés dans l'évaluation des facultés de médecine. C'est un échantillonnage assez vaste et assez global. Et la question qui leur a été posée était très simple. Est-ce que vous pensez que les facultés de médecine peuvent faire mieux pour répondre aux besoins? Et la deuxième question, comment faire mieux? Et la troisième question, comment mesurer? Alors, nous avons eu des réponses d'un peu partout, des réponses très intéressantes que nous avons résumées en un document qui comprend 10 axes qui résument ce que c'est la responsabilité sociale des facultés de médecine. Et avec ce document, nous avons eu une réunion de consensus en Afrique du Sud en octobre 2010 où on a essayé de s'entendre pour produire vraiment un document de consensus. Alors, un consensus, c'est pas facile. Et regrouper une soixantaine de personnes de pays différents, avec des personnalités toutes assez fortes, des opinions très fortes, mais arriver à s'entendre sur un texte commun, c'est un challenge, mais ça a été fait. Et le document est publié, il est disponible sur le web. C'est un document en anglais, mais il a été traduit en français, en espagnol, en arabe, en russe et en catalan. Donc, il y a 6 langues où on peut lire ce document qui décrit ce que c'est que la responsabilité sociale. Et maintenant, les facultés qui parlent de responsabilité sociale, elles peuvent se référer à quelque chose, puis dire, bon, ben voilà, ça, on le fait déjà, ça, on ne le fait pas encore, mais on pourrait le faire, puis ça, on ne peut pas le faire. Alors, nous sommes actuellement donc, dans la deuxième phase de cet exercice, c'est d'évaluer l'applicabilité et puis la mesure. Alors voilà, il y a 10 axes qui décrivent ce que c'est. Je ne vais pas décrire les 10 axes, mais je donnerai un exemple. Quand on dit que les facultés doivent se préoccuper des besoins actuels et futurs de la société, déjà on a introduit quelque chose de nouveau. La deuxième chose qu'on a dit, ces besoins doivent être établis par la faculté de médecine en collaboration avec ses partenaires. Ce n'est pas des choses que les facultés de médecine ont l'habitude de faire, de discuter avec les partenaires, c'est-à-dire le ministère de la Santé, les autorités sanitaires, les ordres professionnels, etc. Alors, c'est des exemples de choses que ce document a permis de préciser un petit peu. Alors voilà, puis on dit bien sûr que l'éducation médicale doit être basée sur le rôle futur du médecin. Mais quel est le rôle futur du médecin?
On ne sait pas, on ne s'est pas attardé là-dessus. Et j'ai eu encore une fois le privilège d'être invité par la World Federation of Medical Education à un groupe de travail qui s'est réuni à Copenhague l'année passée pour essayer de définir le rôle futur du médecin. On n'est pas arrivé à une définition, mais on approche, on a des choses quand même qui se précisent, et puis ces réunions vont être suivies par d'autres réunions. Et c'est certain que former des médecins, il faut savoir que seront les futurs médecins. C'est une aventure extraordinaire, puis c'est un privilège d'avoir cette aventure avec tout le groupe de consensus sur la responsabilité sociale. Et puis, un autre volet de cette troisième carrière, c'est l'évaluation des facultés de médecine dans le monde francophone. Ça m'a fait découvrir des milieux que je ne connaissais pas, des pays que je ne connaissais pas. Et puis j'ai découvert des collègues formidables partout. On trouve des amis, des collègues qui deviennent des amis, avec qui on partage beaucoup d'objectifs. Et c'est un aspect extrêmement intéressant de la carrière et très enrichissant. Alors voilà, je ferai ça pendant quelques temps encore, mais je ne sais pas si je vais faire ça très longtemps. Mais c'est certainement un aspect très enrichissant, très valorisant. Et en plus, bon, je pense, du moins j'espère, que je rends service à un certain nombre de facultés dans d'autres milieux. Alors pour la responsabilité sociale, peut-être ça vaut la peine que je mentionne une anecdote, parce que quand nous allions à la réunion sur la responsabilité sociale, la deuxième réunion s'est passée en France, et le chauffeur de taxi nous dit: vous avez un congrès, non, une réunion de responsabilité sociale des facultés de médecine. Alors là, il a eu un long silence, et puis il nous dit: qu'est-ce que c'est au juste? Alors un des membres de notre groupe nous dit: ça veut dire la médecine au service des malades et pas au service des médecins. Alors le chauffeur du taxi réfléchit encore un petit peu et dit: eh bien, vous allez avoir du travail à faire. J'aimerais que ça se poursuive, ce que nous faisons actuellement, c'est de vérifier l'applicabilité de ce concept de responsabilité sociale dans toutes ses dimensions. L'applicabilité, ça veut dire que les facultés commencent à en parler, dans toutes les facultés. Ça veut dire aussi qu'il y ait un échange, un partage d'informations entre les différentes facultés, les différents milieux. Et éventuellement, dans chaque faculté, ou bien dans chaque conférence citoyenne, dans chaque ensemble de facultés, qu'il y ait un groupe de travail qui sensibilise les membres des facultés à ce que c'est ce concept de social accountability ou responsabilité sociale, et puis qui puisse vérifier ou faire un suivi de la mise en application de tout ceci. Une des difficultés que nous avons quand nous discutons de ce concept, nous avons deux réactions, beaucoup de réactions positives, mais deux réactions un peu moins positives. La première, les gens nous disent: oui, mais ça on le fait déjà depuis longtemps, puis on le sait, vous n'avez rien inventé. Bien sûr, on n'a rien inventé. Ça existe depuis longtemps, mais sauf que là, on l'explicite. Il y a beaucoup de choses qui étaient implicites, qui étaient plus ou moins faites, et puis on dit, on sait ce que c'est, mais au moins c'est plus explicite. La deuxième réaction, je dirais, qui est regrettable, c'est que les gens nous disent: c'est pas pour nous, ça c'est pour les responsables de la santé publique, et c'est pour les médecins généralistes, ou nous les appelons au Canada les médecins de famille. Mais les autres, ça ne nous concerne pas. Alors que ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde d'être certain que ce qu'on fait répond aux besoins. Alors les besoins de la population et les besoins du système de santé, c'est-à-dire l'équité, la pertinence, toutes ces choses-là qu'on ne prend pas le temps de discuter. Et voilà ce que je souhaite. Je pense que le concept fait du chemin. Depuis 3-4 ans, il y a eu plusieurs publications basées sur le consensus, sur la responsabilité sociale.
dans des revues de pédagogie, mais aussi dans des revues plus générales. Il y a un éditorial dans la presse médicale, il y a 2 ou 3 mois, qui résume très très bien la situation. Et le titre de l'éditorial, c'est « À quand une université socialement responsable ?» Et c'est écrit par Charles Bollen, qui était à l'OMS dans le temps et qui est le promoteur de toute cette activité que nous faisons ensemble. Alors, il y a des publications, il y a des présentations, des ateliers dans les congrès, de plus en plus on en parle, et puis là, il faut le mettre en application. Oui, je suis d'un naturel optimiste, mais je suis optimiste, oui, parce qu'on voit le progrès. On voit le progrès. À l'époque où j'étais en formation moi-même, jamais personne n'a parlé ou n'a abordé des questions comme ça. La seule chose dont j'entendais parler, c'est publier, publier, publier. C'est tout. J'étais aux États-Unis en formation dans un centre extraordinaire avec des gens remarquables et où j'ai appris énormément. Et quand je suis arrivé, en fait, avant qu'ils m'acceptent là-bas, ils m'ont dit, nous, notre objectif est de former des néphrologues qui vont travailler dans des milieux universitaires. Si ce n'est pas ça que vous voulez faire, ne venez pas chez nous. Et le patron, qui était un maître vraiment exceptionnel sur le plan de la physiopathologie, je pense qu'il ne s'intéressait pas du tout à d'autres aspects de la néphrologie. Et la dialyse, je me demande même s'il savait où se trouvait l'unité d'hémodialyse. Alors pour lui, quand quelqu'un était occupé à l'unité d'hémodialyse, en fait, la première fois que j'ai entendu l'expression, je n'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire. Je cherchais un collègue, on m'a dit « he is washing ». « He's washing ». Je dis, ils ont des coutumes un peu curieuses, font de lavage. Mais c'est ça. Alors, l'unité de dialyse, he's washing. Alors, c'était un peu ce qu'on pensait de la dialyse dans les années 70. Alors que le rôle du néphrologue, c'est la physiopathologie. Bien sûr, il faut comprendre ce qu'on fait, mais il y a beaucoup plus que ça. Alors, les choses évoluent. Oui, je suis optimiste. Et nos résidents que nous formons actuellement, je pense qu'ils ont une formation beaucoup plus générale, puis beaucoup plus complète. J'ai eu la chance d'avoir une formation complète parce que j'ai été quand même avec Julien Marcorel pendant longtemps et avec d'autres collègues ici à Montréal. Et j'ai eu le privilège, mais ça aurait pu se passer différemment. Et j'ai des collègues qui ont été en formation pendant 4 ans en néphrologie, durant lesquels ils ont fait de la physiopathologie. Ils n'ont jamais vu de dialyse, jamais vu de dialyse péritonéale ni de greffe. Ça existait, maintenant ça n'existe plus. Ici c'est impossible. Mais il y a des milieux où ça existe encore. Alors voilà, ça évolue. Oui, ben écoutez, c'est encore une fois un privilège. J'ai fait mes études de médecine au Caire, en Égypte, donc dans l'ancien monde, l'ancien monde, et dans des facultés où j'ai eu un enseignement qui n'était pas toujours, quand j'y pense maintenant, qui n'était pas toujours adapté aux besoins. J'ai fait, comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai fait 2 ans d'anatomie très poussée, très détaillée, 2 ans de dissection, qui ne m'ont pas été très utiles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas connaître l'anatomie, mais il y a des connaissances d'anatomie qui sont importantes pour le médecin, mais il y a des connaissances plus détaillées qui sont importantes pour un chirurgien, pour un orthopédiste, et donc ça peut se faire au cours de la formation spécialisée. Donc j'ai eu une formation qui n'était pas toujours très adaptée, et les pédagogues à cette époque étaient une espèce peu connue et pas très bien considérée. Mais j'ai eu aussi des enseignants tout à fait remarquables, des grands cliniciens. Peut-être à cause du manque de moyens, il fallait qu'on s'adapte à la clinique. Et j'ai connu des grands cliniciens, puis ça c'est un privilège quand même extraordinaire. Juste un exemple en passant, en cardiologie, on nous entraînait à pouvoir
faire le diagnostic des maladies valvulaires sans mettre le stéthoscope sur le malade, juste en observant. Et c'est un exercice extraordinaire. On ne le fait plus maintenant, puis personne ne voudra le faire. Il y a une échographie, puis on voit les valves, puis c'est fini. Mais j'ai eu des grands cliniciens comme professeur, ça m'a beaucoup aidé. Et par la suite, bon, j'ai passé dans le nouveau monde, et puis j'ai connu une autre façon de faire les choses, une façon plus spécialisée, avec un peu moins de cette vision globale du malade, mais avec une spécialisation, avec des moyens que je n'avais pas là-bas. Et puis, j'ai eu la chance de faire aussi de la recherche pendant ce temps-là. Et à l'époque, j'étais à l'Institut de recherche clinique de Montréal sous la direction du docteur Genet. Et le docteur Genet avait très bien organisé la recherche clinique. Et une des choses qui était remarquable, c'est qu'il a contribué au rapprochement entre deux facultés qui étaient à 1 kilomètre de distance, hein, mais deux facultés, une francophone, une anglophone, qui étaient deux solitudes, comme on le disait. Et on a eu ce rapprochement entre les deux facultés. J'étais moi-même dans un hôpital universitaire de l'Université de Montréal. J'ai fait ma maîtrise à l'Université McGill en prenant des cours à l'Université McGill en endocrinologie avancée, des cours à l'Université de Montréal en physiologie rénale. Et donc, ça a été le meilleur des deux mondes. Alors, ça a été une chance extraordinaire. Et puis, la formation aux États-Unis, bon, ça a été aussi une chance extraordinaire, un milieu exceptionnel, travail très, très stimulant. Et je suis très reconnaissant à ma femme d'avoir enduré ça quand même, parce que c'était peut-être pas aussi intéressant pour elle, mais ça a été une période très, très stimulante dans la vie. Mais c'est d'autres modes de fonctionnement. Juste un exemple dont nous parlions un petit peu plus tôt, il était impensable d'aller manger à la cafétéria le midi quand j'étais aux États-Unis. J'ai fait ça une journée et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun des membres du service qui allait manger à la cafétéria. Les gens apportaient leur sandwich au labo et puis en mangeaient tout en continuant la discussion. Et bon, c'était comme ça. Un de mes collègues qui était en chirurgie cardiaque, son patron l'a vu aller à la cafétéria une journée, il lui a dit que je ne te revois jamais là, ça se fait pas. Alors c'est un autre mode de vie, c'est le travail. Bon, c'est bon pour un certain temps, mais bon, il y a d'autres choses. Un de mes collègues m'a dit qu'il était aux États-Unis pendant 2 ans, lui. Et tous les jours, les gens lui demandaient « How are you ?» Et il répondait toujours que ça allait mal. Mais jamais personne n'a écouté sa réponse pendant 2 ans. Il m'a dit « Fais l'expérience. » Bon, je n'ai pas fait l'expérience, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il me racontait, mais c'est peut-être vrai. Les gens n'écoutent pas. Hein. On y prie par le travail. Comment ça va? Ça va mal? Personne ne réagit. Oui, c'est intéressant parce que c'est des collègues que je connais bien et avec qui j'étais résident. Des fois, on s'est perdu de vue pendant quelques années, mais on se voit régulièrement. Puis on n'a jamais pris le temps de parler de nos carrières comme nous l'avons fait aujourd'hui. Et puis là, on découvre des aspects. Il y a quelques collègues que je connaissais un peu mieux, puis je connaissais leur goût, leur hobby en dehors de la médecine, mais pour beaucoup d'autres, pas. La passion d'un des collègues que nous venons de voir pour la ferme, puis l'élevage, et puis les tomates, et puis tout ça, c'est quand même... alors il y a des aspects qu'on ne prend pas le temps de regarder, on ne prend pas le temps d'arrêter pour voir un peu, avec un peu de recul, nos propres carrières, puis les carrières de nos collègues. Je trouve cet exercice très, très stimulant, très intéressant. Le monde va trop vite? Ça va vite, oui.
Oui, ça va trop vite. Heureux? 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 Oui. Oui. J'ai eu de la chance, je peux dire, mais je suis heureux dans tout ce que j'ai pu faire. Et heureux de cette expérience Et de cette expérience-là, très heureux de cette expérience. Très heureux. Et je dois vous remercier. Nous sommes heureux. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est un magnifique message à laisser à nos jeunes collègues. J'espère qu'ils vont reprendre le flambeau puis refaire la même chose, mais c'est très heureux de ça. Il faut commencer. Grazie. Finiamo la tortura. Merci. finir. Finita? Finita. Merci beaucoup. Grazie.